Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, c'est la présentation de la dernière équipe même World Tour dans ces présentations là, donc je rappelle qu'on fera également les Pro Teams dès demain, dès la suite de cette vidéo. Du côté donc de UAE Team Emirates, qui est cette dernière équipe, on parlera de la saison 2021, des victoires en 2021, je sais jamais comment je dois le dire, des transferts 2022 de cette formation, de l'effectif 2022, et des coureurs à suivre pour cette saison, et on parlera du maillot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe, ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022 et ce que vous avez pensé des transferts de cette formation. On commence tout de suite avec UAE, saison 2021 de UAE. Bon, c'est dur de critiquer quand même UAE. 34 victoires, donc ils sont 4e au classement du nombre de victoires au niveau mondial. Au niveau du ranking de l'UCI, ils sont 4e aussi, juste derrière la Jumbo, enfin à 600 points de la Jumbo quand même. 11 vainqueurs différents, là ils sont 6e de ce classement, avec 15 victoires en World Tour, mais ils sont 2e au nombre de points qu'ont rapporté ces victoires. Juste derrière là, De Koninck. La saison 2020 du AE, 2021 pardon, du AE, elle est à peu près du même niveau que la saison 2020, c'est-à-dire des très très bons résultats. Vainqueur quand même de Liège, du Tour de Lombardie, du Tour de France, de Tirreno, de l'UAE Tour. Donc voilà, c'est quand même très costaud. Ne pas négliger également la 7e place sur le Tour d'Espagne de David de la Cruz. Et puis un très très bon niveau sur les grands tours. Peut-être un Tour d'Italie un peu moins bon. Il y a également eu des bons résultats au niveau du sprint, même si ça aurait pu être meilleur de ce domaine-là, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de ratés, notamment à cause des problèmes de relations, notamment entre Molano et Gaviria. Un effectif qui est All-Star. L'effectif quand même de cette équipe, il est juste exceptionnel. Il y a des coureurs, même, je me dis, ils feraient mieux de quitter cette équipe parce qu'en termes de visibilité pour leur carrière, c'est vraiment pas top. Quand tu vois notamment Gaviria en 2022, tu dis, on va peut-être pas beaucoup le voir, Gaviria, sur les grandes courses. C'est dommage, parce que c'est un super coureur. Mais quand tu regardes l'effectif, il n'y a pas la place pour un Gaviria, en fait, presque. C'est incroyable de se dire ça. En montagne aussi, l'équipe est quand même phénoménale. L'équipe s'est encore renforcée, avec notamment Joao Almeida. Et puis, vous regardez l'effectif est jeune, mais déjà hyper performant. Il y a très peu de coureurs qui ont plus de 30 ans, et c'est des bons coureurs qui ont plus de 30 ans en plus. Donc, enfin, voilà. Être 4e au nombre de victoires, c'est presque une déception pour cette équipe. Alors que c'est pourtant excellent, tu vois, en termes de résultats, surtout quand tu vois la qualité des victoires, mais c'est presque décevant parce que tellement cette équipe a un effectif de qualité. L'effectif est quand même assez exceptionnel. Et complet, en plus, dans beaucoup de domaines. Les sprints, la montagne, puncher. Il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe. Peut-être les classiques flandriennes, où on est un peu moins bien. Et encore, vous avez quand même Trentin. Donc, c'est une équipe qui est vraiment très costaud et voilà, qui domine quand même le cyclisme depuis 2-3 ans. Ça a mis un peu de temps à s'installer, mais une fois que UAE s'est installé aux avant-postes, il ne quitte plus les avant-postes maintenant. Une équipe qui est sur le devant de la scène depuis 3-4 ans. Donc, solide ce que réalise cette formation. On passe, je ne vais pas dire beaucoup d'autres choses à part que c'est excellent, au niveau des victoires. Les victoires pour cette saison 2021, eh bien, elles sont au nombre donc de 32. On peut rajouter à celle-là les 2 titres au championnat d'Afrique pour Ryan Gibbons et les 2 titres aussi qu'il avait obtenus lors du contre-la-montre par équipe
et du relais mixte par équipe également pour Ryan Gibbons. On commence avec UAE Tour avec l'étape 3 pour Tadej Pogačar et le classement final, ce qui est un petit peu normal, course à domicile. Le championnat des Émirats Arabes Unis également avec Mirza Youssif pour le titre, Tadej Pogačar qui a remporté Tirreno Adriatico l'étape 4, Ryan Gibbons le championnat d'Afrique du Sud du contre-la-montre. Pour le championnat des Émirats Arabes Unis du contre-la-montre, c'est également la victoire de Youssif Mirza. Tadej Pogačar qui remporte l'étape 3 du Tour du Pays Basque avec un renversement de situation le dernier jour qui permet à Roglic de s'imposer. Pogačar qui remporte également Liège-Bastogne-Liège, la 4e étape du Tour d'Italie pour Joe Dombrowski. Ryan Gibbons qui remporte le trophée au Calvia, oui, j'avais bien dit. Pogačar qui remporte également la 2e étape du Tour de Slovénie. Diego Ulissi qui remporte la 4e étape. Le classement général final de ce Tour de Slovénie pour Tadej Pogačar, pardon. L'étape 5, le contre-la-montre du Tour de France pour Pogačar qui remporte également l'étape 17, l'étape 18 et le classement général. Sur la surmaine internationale italienne, victoire sur l'étape 1 de Diego Ulissi, mais également sur l'étape 4 et sur le classement général final. Sur le Vuelta des Burgos, 2 victoires pour Juan Sebastian Molano. Vous avez également la 3e étape du Tour de Pologne pour Gaviria, la 2e étape du Tour d'Allemagne pour Alexander Kristoff, Maïka qui remporte la 15e étape du Tour d'Espagne, 4e étape du Tour d'Allemagne pour Alexander Kristoff encore, la 2e étape du Tour de Luxembourg pour Marc Hirschi, Trentin qui remporte le trophée au Matteotti, le Tour de Sicile avec la première et la 2e étape pour Juan Sebastian Molano, Pogačar qui remporte le Tour de Lombardie. Et c'est fini pour les victoires. C'était un petit peu compliqué aussi. C'était un peu comme pour la De Koninck, malgré le fait qu'il n'y en avait que 30. On passe au transfert désormais de la terre-saison. Des arrivées et des départs. Pas mal de changements même dans cette équipe. Il y a eu des gros changements. On commence avec l'arrivée de Pascal Ackermann, le sprinter de la Bora. Gros transfert dans ce domaine, très bon coureur, l'Allemand. On sait il sait faire les sprints. Je pense qu'il devrait pas trop être gêné dans cet effectif. Il voulait faire plus de grands tours. C'est vrai que la Bora lui a un peu... la saison 2021 et les relations entre l'équipe et lui étaient assez mauvaises, notamment sur la question des grands tours. On lui avait promis qu'il allait faire un grand tour et au final il n'en a pas fait. Il a été très déçu par le choix de l'équipe. Georges Bennett, lui, arrive de Jumbo-Visma, il renforce encore l'équipe montagne. S'il avait besoin de renforcer cette équipe montagne, lieutenant également assez régulier de Roglic et surtout vainqueur de quelques belles courses italiennes aussi en puncher. Joao Almeida qui arrive de la De Koninck. Là on connaît un petit peu le coureur qui a déjà fait 2 top 10 sur le Giro. On a Marc Soler qui arrive de la Movistar. Là aussi on connaît un petit peu le coureur, même si jusqu'à maintenant pour moi il a quand même été décevant depuis sa victoire sur Paris-Nice, mais on verra dans un rôle d'équipier peut-être qu'il sera très important. Hodge ou Odeg qui arrive de Koninck, là aussi au niveau des sprints, même si pour moi c'est pas vraiment le meilleur lanceur du monde et que c'est pas le meilleur sprinter du monde, pas sûr que ce soit le recrutement de l'année. Alexis Brunel de la groupe AMA-FDJ, là c'est un petit peu la surprise du chef parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il arrive chez UAE, mais on nous dit que chez UAE on a découvert son potentiel. Moi je suis un peu du même avis que Marc Madiot pour le moment. Joël Sutter qui vient de Bingals, Powells, Sauce, Wallonie-Bruxelles. Et Félix Gross, et avec un S7 à la fin, qui vient de Rad Net Rose Team. Du côté des départs, on a Alexander Kristoff qui rejoint Intermarché, Marco Mercato qui a pris sa retraite, Marco Mercato qui était notamment passé chez Vacances Soleil dans sa carrière, vainqueur de Paris Tour. Richetze pour l'instant n'a toujours pas trouvé de point de chute, c'est inquiétant en janvier, surtout quand on connaît l'âge de Richetze. De la Cruz, Dombrowski et Conti rejoignent Astana. Bäckström rejoint Intermarché avec Christophe. Rabiushenko rejoint Astana aussi. Et Christian Camilo Munoz rejoint IPM Scott, qui est une équipe colombienne. L'effectif 2022, que dire ? C'est exceptionnel. Réussir à réunir tous ces coureurs-là, vous voyez quand même le travail de la direction d'équipe. Alors certes, on va nous dire il y a énormément d'argent chez UAE. Oui, il y a énormément d'argent chez UAE. Dans d'autres équipes aussi, il y a beaucoup d'argent. Vous croyez que chez la Bahreïn, il n'y a pas de thunes ? La Bahreïn, ils n'arrivent pas à avoir un effectif aussi qualitatif que ça.
C'est-à-dire qu'il y a un effort de fait au niveau du management, au niveau du scouting. Enfin voilà, quand tu regardes l'effectif, quoi. Il y a très peu de noms d'inconnus et il y a très peu de noms de mecs où tu te dis, ouais, bof. Putain, enfin voilà, quoi, c'est quand même un énorme effectif. Et les recrues, bon, Alexis Brunel, je suis pas sûr, mais bon, il peut quand même faire un train de sprinter. Joël Sutter, c'est du costaud, hein, Sutter. Moi, je l'ai vu notamment, je crois qu'il a fait le tour de Romandie, je crois me rappeler, ou le tour de Suisse, je ne sais plus, où j'avais vu dans une échappée, c'était vraiment bien, ce qu'il faisait au niveau rouleur. Donc voilà, c'est vraiment une équipe où il y a des mecs, même, tu te dis dans cette équipe. Moi, je me dis Gaviria, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Ryan Gaibon, qui est quand même un bon coureur, non plus. Du côté des grimpeurs, même des équipiers, tu te dis qu'entre Solaire, Maïka, ça va être difficile d'aller les voir. Non, et puis j'ai oublié même Alexandre Covi. Hein. Mais vraiment, l'effectif est énorme. Et il y a toujours Rui Costa même. Rui Costa, par exemple, on ne le verra pas cette année. Hein. Il y a trop de bons coureurs devant lui. Parmi les coureurs à suivre, Ackermann. Moi, j'ai envie de suivre Ackermann. Pourquoi ? Parce que je trouve que sa saison 2021 a été moyen par rapport au standard habituel d'Ackermann, parce que c'est un coureur qui est capable de gagner des très très grandes courses. Et que là, cette année, lui, il a gagné les courses qu'on lui a proposées dans son calendrier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de grandes courses, je trouve, dans son calendrier. Donc j'attends de le revoir, voilà, sur du World Tour, sur des très très belles épreuves. Cette année, il n'y avait eu que Paris-Nice, où c'est vrai qu'il n'avait pas été fou sur Paris-Nice. Donc là, j'attends de le revoir sur vraiment des plus grosses courses, pour voir quel est son véritable niveau aujourd'hui à Ackermann. Je pense qu'il est toujours fort. Il a bientôt 28, Ackermann, au niveau de l'âge. Bientôt son anniversaire. Joao Almeida, voilà, Joao Almeida, même quand il est moyen, on va dire, sur le Giro, il fait quand même un bon résultat. Donc, il a quand même confirmé ce qu'il avait montré sur le Giro, quoi. Il fait 6ème quand même l'année dernière. Et pourtant, voilà, le Giro, pas dingue, mais il finit très fort. Il finit toujours. Les 2 grands tours que j'ai vus qu'il a effectués, il finit toujours fort. Donc, c'est un coureur qui est vraiment bien, sur un profil de coureur grimpeur-rouleur. Hein, ce profil-là, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui. Quand tu vois Tirreno Adriatico, il fait 6, il fait pas de mauvaise saison l'année dernière. Pour moi, il confirme. Alors certes, il fait pas du top 3 du podium, mais bon, il confirme déjà ce qu'on avait vu. C'est déjà bien de confirmer. Tu vois. Donc c'est une saison qui est tout à fait correcte de la part de Almeida. Et puis, bon, on sait que lui, il cherchait de l'argent. Bon, là, il a l'argent. Et il a l'effectif autour. Voilà. Maintenant, lui, il va falloir quand même qu'il ait des résultats tout de suite, parce que vu la qualité de l'effectif, faut pas qu'il se retrouve dans l'ombre de Pogacar. Ça va être son principal problème, on va dire, dans cette équipe. Il devrait faire le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie cette année. Notamment le Tour d'Italie avec, je crois, Pogacar également, qui fait le Tour d'Italie... Non, il fait le Tour d'Espagne, pardon, Pogacar. Donc ça sera le Tour d'Espagne qu'ils feront ensemble. Marc Hirschi, encore blessé. Marc Hirschi, il a un problème à la hanche. Il va être opéré. Donc on ne sait pas quand il va démarrer sa saison. On nous indique toujours l'Amstel, mais c'est quand même... Enfin, il a 23 ans, mais tu te dis que c'est quand même un problème de hanche déjà. Une saison 2021 pas bonne. Ça commence à être inquiétant, il commence à accumuler les problèmes, Coco. Donc, coureur qui est quand même un coureur... s'il a le même rendement qu'en 2020, bon... Voilà, il sera très fort. Par contre, on espère qu'il retrouvera ce rendement-là. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais oui, c'est un énorme coureur, très bon profil, puncher. Il nous a émerveillés sur la saison 2020. J'espère qu'il sera en capacité de nous réémerveiller plus tard. Mais c'est aussi le problème de se retrouver dans un collectif aussi fort. Il y a Pogacar qui est très bon dans ce domaine-là. Vous avez Formolo. Enfin, au niveau des punchers, il y a quand même beaucoup de monde dans cet effectif. C'est pas facile de faire sa place. Est-ce qu'il a pas eu les yeux plus gros que le ventre à un moment, lui ? Notamment avec son manager, avec son agent. Peut-être. Et peut-être qu'ils vont le regretter à un moment. Parce qu'il a encore un contrat d'1 an. Il a encore 2023 aussi. Hein, donc il a encore 2 ans de contrat. Marc Hirschi. McNulty.
Je trouve que c'est un coureur qui est un peu sous-estimé. Il a que 23 ans, McNulty. Hein. Il a que 23 ans. Quand vous voyez déjà ce qu'il a fait sur les contre-la-montre, ce qu'il a fait notamment sur le Tour d'Italie 2020, l'année dernière, il a plus eu un rôle d'accompagnateur de Pogacar, ce qu'il fait quand même sur le Tour du Pays Basque. Jusqu'à la dernière journée, il est quand même très très bien classé. C'est quand même costaud. Pour moi, c'est... tu vois, dans les pépites, aujourd'hui, on parle de Pidcock, on parle de... on parle de Van Wilder, de Evenepoel. Faudrait pas négliger McNulty, quand même. Que 23 ans. Alors, bientôt 24, mais bon, 24 le 2 avril. C'est un coureur qui, sera sur le Tour de France, sur la Vuelta, donc... il va suivre encore Pogacar, mais ça sera un lieutenant très important autour de Pogacar. Et il va pas falloir l'oublier quand même, notamment sur les courses où il ne serait pas avec Pogacar, parce que je vois qu'il fait le Tour de l'Algarve. Je ne sais pas s'il y aura Pogacar sur le Tour de l'Algarve. C'est un coureur qui peut quand même gagner des courses d'une semaine, aujourd'hui déjà, dès maintenant. Je pense que sur les grands tours, il peut faire déjà des top 10. Donc c'est un coureur qui est très intéressant. Il ne faut pas le négliger. Molano, 27 ans. Dernière année de contrat pour lui chez UAE. Pourquoi je le mets ? Parce que Molano, je trouve que c'est un sprinter qui passe très très bien les bosses, mais qu'on sous-utilise pour le moment dans cette équipe. Donc j'espère qu'il sera un peu mieux utilisé cette année. Je suis quand même inquiet parce qu'on a rajouté Ackermann. Et on n'a pas perdu Gaviria, il y a Hodge aussi. Mais pour moi, c'est un très bon sprinter. Après, il y a eu les problèmes. Pour moi, c'est pas un lanceur. Donc, de toute manière, ça pouvait pas bien se passer sur le Tour d'Italie avec Gaviria, surtout qu'il y a quand même une adversité, en plus de l'adversité entre équipiers, parce qu'ils sont dans le même domaine de compétences et qu'il y en a un qui veut manger l'autre, parce qu'il y en a un qui est quand même un peu plus jeune que l'autre. Vous rajoutez à ça qu'ils sont du même pays. Donc il y a aussi une opposition entre eux par rapport au fait qu'ils soient du même pays. Donc je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça. Mais c'est un coureur qui en plus débrouille plutôt bien seul, en plus je trouve dans les sprints. Donc voilà, moi j'aime bien Molano, c'est un coureur que j'aime bien. Mais il y a une belle opposition, et même sur son profil là de coureur, il y a un autre coureur qui est très bon, c'est Covey. Covey, 23 ans, qui a fait une très bonne saison chez UAE, notamment quand vous voyez son Tour d'Italie, où il a été très performant, notamment au Montezoncolan qui fait quand même 3e. Et c'est un mec qui, en même temps, est capable de faire 5e d'une étape au sprint sur le Tour de Romandie. Derrière Sagan. Donc vous voyez, il y a un profil qui est très intéressant. Chez Covey, vainqueur du classement du maillot blanc du Tour de Sicile, 3e de la Coppa Agostini, 5e du Giro del Veneto. On est quand même sur un très bon coureur de classique. Il a pour l'instant pas fait les classiques dans sa carrière. Là, il va les faire cette année. Moi, ça m'intéresse de le voir sur l'Amstel. Vraiment, parce que sur Milan-San Remo, l'Amstel, je pense que l'Italie, s'il y a des pièces à mettre au niveau sur le Milan-San Remo, moi je mettrais quand même une petite pièce sur lui. Hein. Voilà, je trouve que son profil est très intéressant pour un Milan-San Remo et même sur l'Amstel. Je mettrais une petite pièce sur lui. Voilà. C'est un coureur que j'apprécie énormément. On passe au maillot, pas de changement majeur sur le maillot du AE, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes couleurs. Ça va être dur c'est pas forcément le maillot qu'on remarque le plus. Alors la Trek a encore un maillot très blanc, mais l'avantage c'est que la Trek n'a plus les manches noires. Par contre au niveau des manches, ça ressemble quand même aux manches de Ineos, donc il faudra faire attention. Après moi je trouve pas que ça soit un maillot fantastique. C'est pas un maillot qui m'a toujours... que j'ai apprécié. Voilà, je trouve que le maillot est pas dingue, donc après on verra ce que ça va donner pour ce coureur-là. Oui, on aurait aimé peut-être un peu plus de fantaisie sur le maillot du AE, quoi. Mais c'est dommage parce qu'il y a un peu d'or, peut-être rajouter un peu plus d'or sur le maillot. Il n'y a pas beaucoup de maillots avec de l'or aujourd'hui. Mais voilà. Bon, après, c'est le design de UAE. Voilà, c'est le design. Il y a des mecs qui ont travaillé dessus pendant 5 ans. Mais moi, je ne suis pas hyper fan du design, voilà, de ce maillot.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, à vous abonner à la chaîne aussi. Donc, on a fini toutes les World Teams. On va attaquer les Pro Teams. Du côté des Pro Teams, on commencera par une équipe française. Non, par une équipe belge, pardon. J'en ai oublié une. C'est Alpecin Phoenix, avec laquelle on commencera. Et puis, on fera donc toutes ces équipes. Alors, peut-être que ça sera un peu moins long, parce qu'il y a des équipes où j'ai un peu moins de choses à dire. Non, je vais pas vous mentir que Sport Vlaanderen, c'est pas forcément, ou même Novo Nordisk. Je pense que Novo Nordisk est même encore pire que Sport Vlaanderen, mais il y a quand même des équipes où il y aura des choses à dire, notamment pour Alpecin, pour Arkea, pour Total Energy aussi avec l'arrivée de Sagan. Donc à la prochaine sur l'Amérique Production, on parlera d'Alpecin Phoenix. Allez, ciao ciao.